Et maintenant, on va passer de l'autre côté de l'Atlantique, donc chez nous, où le meurtre de George Floyd fait écho à évidemment un certain nombre de meurtres similaires de jeunes d'origine immigrée ou descendants d'immigrés vivant en France, dont notamment Adama Traoré, dont la famille a appelé à manifester et a reçu le soutien de plusieurs dizaines de milliers de personnes lundi, engageant voilà toute une série de manifestations qui ne sont pas du tout finies. Eh bien, c'est Olivier qui va s'en charger. Olivier, c'est à toi la parole. Bon bah voilà, un petit point sur ce qui se passe ici. Jeudi dernier, comme un coup du sort, le jour même où le patron de la police, Frédéric Vaux, répondait aux lecteurs du Parisien en garantissant qu'il n'y avait ni racisme ni indulgence dans la police, Street Press publiait un article faisant état d'un groupe Facebook de 8000 personnes qui s'appelle TN Rabio Police Officielle, où les agents se lâchent à grand renfort de publications racistes et misogynes. Arte, de son côté, mettait en ligne un podcast d'une demi-heure qui raconte la persécution raciste que font subir des policiers de Rouen à un de leurs collègues noirs. Un gros grain de sable dans le plan de communication du gouvernement et des chefs de la police. Depuis une semaine, ils se succèdent dans les médias pour garantir que ce qui se passe aux États-Unis n'a rien de commun avec ce qui se passe en France. Ici, la police, elle protégerait la population, elle remplirait une mission républicaine, et si quelques agents sont coupables de racisme, ce sont des brebis galeuses que l'institution expulse avec vigilance. Alors bien sûr, la question du racisme dans la police aux États-Unis ne se pose pas de la même manière qu'en France. Le racisme des flics ici, comme celui d'une partie de la population d'ailleurs, c'est le stigmate de la vieille colonisation par la bourgeoisie bleu-blanc-rouge du Maghreb, d'une partie de l'Afrique subsaharienne et d'une partie de l'Asie du Sud-Est. Stigmate auquel se surajoute la plaie vivante qu'est le nationalisme français. Racisme différent, mais même rôle, d'un côté comme de l'autre de l'Atlantique. Faire respecter l'ordre, neutraliser ceux qui enfreignent la loi. Mais quel ordre, quelle loi? L'ordre, c'est le nom de la domination sociale de la classe qui dirige, la bourgeoisie, et le désordre, c'est quand cette domination est remise en cause. Un désordre que la police réprime, comme l'ont raconté les copains américains, ou comme on peut s'en souvenir si on a participé à une manifestation ici, ou vu ce qui se passait en Algérie, au Chili, etc. Voilà la mission républicaine de la police. Être les gardiens de la paix sociale, c'est-à-dire de l'exploitation féroce des travailleurs. Et si dans l'exploitation, les capitalistes s'appuient sur les idées racistes ou sexistes pour diviser les travailleurs et les opposer les uns aux autres, quoi de plus normal que ces idées puantes se retrouvent en version concentrée dans les commissariats. C'est ce point commun fondamental entre la France, les États-Unis et bien d'autres pays qui font que d'un continent à l'autre, les manifestants aperçoivent une ressemblance entre ce qui se passe chez eux et ce qui se passe ailleurs. Et c'est ce qui donne aux manifestations actuelles une dimension de solidarité internationale enthousiasmante. Hier encore, en France, des milliers de jeunes ont défilé pour dire non aux violences policières et au racisme à Paris, Lille, Bordeaux, Marseille, Nice, Nantes, Limoges ou Lyon. Et encore ailleurs. Des jeunes de toutes les origines, notamment des femmes, et pour beaucoup, des premières manifestations. D'ailleurs, ça se voit, les pancartes bricolées en carton ou les slogans lancés à la voix faute de mégaphone, ça ne trompe pas. Dans les têtes, on aspire à mettre fin au racisme et aux violences policières. Parfois en se leurrant sur le fait qu'il ne suffira pas d'interdire telle ou telle pratique ou de changer tel ou tel aspect de la formation des flics pour résoudre le problème. Plus souvent en réclamant plus de justice, avec peut-être derrière l'idée qu'on aurait quelque chose à attendre de cette justice d'ailleurs, bien plus préoccupé à couvrir les policiers qu'à les juger. Rien d'étonnant, cela dit, c'est ce qui se dit sur les plateaux télé, sur Internet. Et si certains politiciens de gauche relèvent des problèmes dans la police, c'est au fond pour la préserver, nous faire retrouver confiance en elle, comme ils disent. À nous de dire ce qu'on pense. Les violences policières, ce ne sont pas des bavures ou des dérives, c'est le fond même du travail de la police. Pour d'autres manifestants, toutefois, il y a peu d'illusions sur les demi-mesures. Le problème, c'est la police en tant que telle. Le racisme y est comme dans la société, structurel, systémique, et d'ailleurs, comme certains chantent, tout le monde déteste la police. L'enjeu devient alors de donner les clés de compréhension du rôle de la police dans la société capitaliste, des origines de son racisme, afin d'armer ces jeunes, de leur donner nos perspectives pour changer le monde. Difficile de dire aujourd'hui ce qu'il en sera de ces manifestations. Si on considère les problèmes que se posent les manifestants, alors ils ont toutes les raisons de continuer à se montrer dans la rue. Leur colère, elle aurait pu s'organiser sur les lieux d'études, les facs, les lycées, les CFA, mais ou bien ils sont fermés, ou bien ils tournent au ralenti. Reste la possibilité de regroupement dans les quartiers. Tout est possible. Mais ce qui est pour l'instant sûr, c'est que dans ces manifestations qui regroupent tout un milieu qui se pose des problèmes, les révolutionnaires ne doivent pas être muets. Car derrière les violences policières et le racisme, tous ces jeunes, pour beaucoup d'origine populaire, ont bien des raisons d'extérioriser soudain leur rage. Ce sont eux les titulaires de CDD ou les intérimaires qui ont vu leur emploi supprimé.
26% des CDD et 23% des intérimaires ont entre 18 et 24 ans, alors que les 18-24 ans représentent 8% des personnes en emploi. Pour les étudiants les plus pauvres, obligés de se salarier pour financer leurs études, même tarif avec la fermeture des restaurants et des bars. Et pas sûr que tous pourront faire un job d'été pour obtenir un petit matelas pour l'année. D'autant qu'à la rentrée, c'est 700 000 jeunes supplémentaires qui vont débouler sur un marché du travail en piteux état. Mais à ce qui paraît, le gouvernement est attentif et parle d'un plan de protection de l'emploi des jeunes. Début juillet, qui devrait être annoncé début juillet, et dont le montant devrait atteindre 1 milliard d'euros, c'est-à-dire autant que pour les start-upers à qui le gouvernement a distribué 1,2 milliard d'euros vendredi. Et c'est une paille par rapport aux 10 milliards que les patrons de l'auto toucheront, et le montant probablement équivalent que toucheront ceux de l'aéronautique. Et c'est pas fini, parce que quand on regarde ce à quoi pourrait ressembler ce plan pour les jeunes travailleurs, il a surtout l'air en le fait de consister en le fait d'arroser leurs employeurs. Notamment pour les apprentis, dont les patrons toucheront 5 000 euros pour un apprenti mineur et 8 000 euros pour un apprenti majeur. Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, elle était claire vendredi matin sur RTL. On va payer le salaire de l'apprenti la première année intégralement. On vous demande juste de les former, mais on ne vous demande pas de les payer, alors qu'ils travaillent, les jeunes apprentis. Il n'y a plus de raison de ne pas prendre d'apprenti, en d'autres termes, puisque ça ne vous coûtera rien. Et dans la poche des jeunes travailleurs, rien ou des miettes. À en croire le secrétaire d'État Gabriel Attal, 200 euros seront versés à 400 000 jeunes précaires autour du 15 juin, et puis c'est tout. Pas grand-chose donc à attendre des annonces de ce gouvernement, qui se prépare à appuyer le surcroît d'exploitation des jeunes travailleurs et le surcroît de galère des jeunes chômeurs. D'ailleurs, la solidarité en parole affichée par les ministres à l'égard du combat contre le racisme aux États-Unis a fait pchit. En interdisant les manifestations en France, Macron a montré qu'il se situait dans le même camp que Trump, et en étant incapable de les en empêcher, il a montré sa crainte face à une vague de colère de la jeunesse dans ce contexte général explosif. Quelle réaction des dirigeants syndicaux ? Alors, la CGT, FO, la FSU, Solidaire, l'UNEF et des syndicats lycéens ont signé un communiqué commun mercredi dernier, le 3 juin, donc après les premiers rassemblements de la veille, pour réclamer sur un ton géniard la levée de l'état d'urgence sanitaire et l'autorisation de manifester. Heureusement que ni les sans-papiers, qui étaient des milliers dans la rue samedi dernier, le 30 mai, pour exiger leur régularisation en tant que travailleurs essentiels, ni les jeunes en ont attendu après eux pour imposer ce droit de la meilleure des manières, c'est-à-dire en manifestant. Donc pas grand-chose à attendre non plus des dirigeants syndicaux, qui jouent à fond le jeu du dialogue social, bien contents que Macron les consulte. Ils se sont rendus à la queue leu jeudi dernier à l'Elysée pour se voir présenter d'abord le plan d'aide à ceux qui exploiteront les jeunes dont j'ai parlé un peu plus tôt, et surtout la nouvelle mouture du chômage partiel qui permettra à un patron faisant face à un carnet de commandes à moitié vide de ne payer qu'une moitié des salaires, laissant à l'argent public le soin de payer l'autre moitié. Bien sûr, nous dit Pénicaud, cela ne se fera pas comme ça. Il faudra qu'il y ait un accord dans l'entreprise, que le patron n'a d'ailleurs souvent aucun mal à obtenir des syndicats locaux les plus complaisants, et surtout, il faudra des contreparties, comme le maintien de l'emploi. Faites-vous licencier ou payez vos salaires avec vos propres impôts, voilà le dilemme tel que le pose Muriel Pénicaud. Non, rien à attendre de tout ça, ni du gouvernement des patrons, ni de ceux qui font du dialogue social leur planche de salut. Pour obtenir quoi que ce soit, il faudra se battre, il faudra lutter ensemble, par nos propres moyens, ne compter que sur nos propres forces. Là encore, tout est possible. Et comme un autre coup du sort, jeudi dernier, le jour même où Frédéric Vaux faisait le service après-vente de la police dans le Parisien, le jour même où Arte Radio et Street Press jetaient une lumière crue sur les idées puantes qui ont cours parmi les flics, le jour même où Martinez pour la CGT, Berger pour la CFDT, Verrier pour FO se serraient autour de la table des négociations face à Macron et Roux de Bézieux, ce jour-là, après plusieurs semaines de rassemblements croissants dans les hôpitaux, les ouvriers des fonderies du Poitou, sous-traitants de Renault, faisaient grève. Comme ceux des fonderies de Bretagne, de Maubeuge ou de Choisy un peu plus tôt. Ils faisaient grève pour dire qu'ils ne voulaient pas faire les frais de leur crise, comme les jeunes de toutes les origines disent ici et là-bas qu'ils ne veulent pas payer de leur vie le racisme de la police. Le combat spécifique contre le racisme et les violences policières, il mérite d'être mené. Que ce soit en France ou aux États-Unis, ce n'est que quand les pressions, les abus et les crimes systématiques sont dénoncés haut et fort, sur la place publique, par un rapport de force, que l'institution policière peut être mise temporairement sur le reculoir, que peuvent tomber des condamnations là où habituellement l'impunité règne. Mais il ne faut pas rester en surface. Le contexte post-Covid, il est lourd d'une crise économique. Moyen pour le patronat de faire payer toute la situation aux travailleurs. Licenciements, hôpitaux, les ferments d'un mouvement existent. Cette jeunesse qui se dresse pourrait bien être l'étincelle d'une révolte de classe, à condition de faire le lien entre les situations et les combats sans les hiérarchiser. Tester les idées pour aller vers un tous ensemble, avec une étape le 16 juin ici, c'est ce qu'on soumet au débat.